Dans cette nouvelle séance, vous allez vous initier à l'argumentation. Le thème est un thème qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire cette réflexion sur le progrès scientifique en vous proposant de réfléchir sur un sujet qui est un sujet d'actualité, qui est le transhumanisme et le post-humanisme. Donc là, vous allez vraiment vous interroger sur la marche du progrès, ses bienfaits, ses dangers, et confronter le progrès scientifique et l'éthique. L'éthique renvoyant à l'univers moral, ce qui est bien, ce qui est mal. Vous allez donc être amené à développer votre propre point de vue, mais avant de développer votre point de vue, il faut bien sûr que vous ayez des connaissances, déjà bien connaître le sens du mot transhumanisme et posthumanisme, et avoir aussi un certain nombre de références. C'est l'objet justement de cette vidéo. Vous allez donc être amené à écrire un article critique en vous positionnant pour ou contre le transhumanisme. Alors, avant d'aller plus loin, il faut peut-être déjà bien comprendre ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est la volonté de vouloir transformer la nature biologique par l'apport d'une technologie informatique, élément matériel, qui va créer une augmentation de capacité. Il s'agit donc de compléter le corps humain pour améliorer ses facultés physiques ou mentales, et ce terme a été inventé par un biologiste, Julian Huxley, qui est le frère d'Adolf Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Le posthumanisme, c'est la conséquence du transhumanisme, c'est-à-dire c'est le résultat du transhumanisme. Un homme qui a été justement augmenté, qui a eu cette transformation, va donc devenir post-humain. Le post-humain pourrait-il remplacer l'humain? C'est la question qu'on pourrait se poser. Bien. Alors, pour traiter, bien sûr, maintenant qu'on a défini les termes, on va aussi parler un petit peu plus de ce qu'est l'argumentation. Pour argumenter, il faut bien sûr que vous ayez une certaine dose d'information, que vous vous appuyez sur des choses vraies, des informations que vous êtes allé chercher sur Internet ou dans des livres, dans des films, etc. Et après, vous allez devoir donc définir une thèse, c'est-à-dire une prise de position, et pour renforcer cette thèse, pour convaincre votre auditeur que vous avez raison, vous allez devoir l'étayer d'arguments, c'est-à-dire d'idées générales qui vont permettre de prouver que votre thèse est juste. Et pour renforcer ces arguments, vous allez vous appuyer sur des exemples précis qui font référence à des situations concrètes ou à des ouvrages, à des romans, à des films, etc. Donc, travailler l'argumentation se fait en 2 ou 3 étapes, on va dire. Première étape, on se documente. Deuxième étape, on prend position. Troisième étape, on trouve ses arguments et ses exemples pour prouver que son point de vue est convaincant. Bien, alors ce qui m'a semblé intéressant, c'est que vous puissiez déjà avoir conscience que de nos jours, actuellement, on a déjà peut-être des hommes qui, quelque part, sont des post-humains ou des cyborgs, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est la contraction de cybernétique organisme, c'est-à-dire des personnes ayant reçu des greffes mécaniques. C'est le cas de Neil Harbinson, c'est le cas de Tim Cannon, et vous en trouverez d'autres sur Internet, mais je vous invite déjà à vous documenter sur ces deux personnages via Internet. Vous tapez leur nom et vous allez voir, on vous explique un petit peu ce qu'ils ont fait pour augmenter leurs capacités. Et c'est assez intéressant parce que l'on voit que l'on est déjà dans une vision très étrangement futuriste, finalement, de l'humain. Ces hommes sont donc des hommes comme vous et moi, mais qui ont augmenté leurs capacités en se greffant, en recevant des greffes mécaniques. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous documenter sur eux, comprendre pourquoi ils ont fait cela, qu'est-ce que cela leur apporte, parce que ça peut servir d'exemple, je dirais, qui irait dans le sens d'un point de vue plutôt favorable au transhumanisme.
Bien, dans cette page, on va observer 2 extraits d'ouvrages scientifiques qui vont vous proposer deux, on va dire, approches du transhumanisme avec des thèses qui sont illustrées par des exemples. Là, pour le coup, il y a peu d'arguments dans ces 2 extraits. Donc, je vais vous lire déjà l'extrait numéro 1, réparation et augmentation. Les chercheurs ont établi une distinction entre le principe de réparation relevant de la médecine et d'augmentation, principe clé du transhumanisme. La thèse donc que défend l'auteur est la suivante. Les technologies d'augmentation proviennent de la prise de conscience qu'il est possible d'utiliser des techniques médicales à des fins non thérapeutiques. Thérapeutique voulant dire qui soigne, qui soulage. Donc, a priori, d'après cet auteur, le principe du transhumanisme, qui donc consiste à augmenter les capacités humaines, vise non pas à soigner, à guérir, mais à une autre visée, à un autre but. Il donne 2 exemples pour cela. Premier exemple, le dopage des sportifs. L'érythropoïétine, plus connue sous l'acronyme EPO, par exemple, est une substance qui augmente le nombre de globules rouges et est à l'origine d'un médicament servant notamment dans les cas d'insuffisance rénale et de maladies hématologiques, c'est-à-dire les maladies du sang. L'administration de cette hormone à un individu sain va faciliter le transport d'oxygène dans l'organisme, donc accroître l'endurance et les performances musculaires prolongées. Deuxième exemple, la chirurgie reconstructrice, à l'origine destinée à réparer les conséquences visibles d'un accident ou d'une malformation, est aujourd'hui utilisée à des fins esthétiques par des personnes non physiologiquement souffrantes. Donc là, l'auteur, par ces 2 exemples, va donc montrer en quoi le transhumanisme n'est pas de la médecine, si vous voulez, se distingue de la médecine. La médecine ayant pour vocation de soigner, de guérir, de soulager, le transhumanisme ayant un autre but, celui d'améliorer, d'augmenter, de démultiplier les capacités humaines. Dans l'extrait numéro 2, l'auteur, lui, va ajouter à l'idée d'augmentation l'idée d'hybridation pour définir le transhumanisme. L'hybridation, je vous le rappelle, c'est le fait que 2 entités vont fusionner. Exemple, une voiture hybride, c'est la fusion entre un moteur électrique et un moteur à essence. Et bien, chez, on va dire, pour l'humain, c'est pareil. C'est le fait de mettre dans l'humain, de greffer à l'humain des électrodes, des organes mécanisés ou mécaniques, et c'est ce qui fait qu'il va devenir autre chose qu'un simple humain. Il va devenir un post-humain, une sorte de cyborg. Donc, 2 maîtres mots dominent cette thématique, la thématique du transhumanisme. Augmentation et hybridation. Le premier suggère l'agrandissement, l'amplification, c'est la finalité, et elle peut concerner le corps, son physique et son mental. Le second maître mot est l'hybridation. Elle suggère que des mixages ou des métissages opèrent au sein de l'être humain entre des capacités physiques et mentales innées ou acquises et des fonctions exogènes, c'est-à-dire qui proviennent de l'extérieur, fournies par la technologie. Voilà. Bien. Donc, ces 2 extraits sont assez intéressants parce que ce sont des regards de scientifiques sur le transhumanisme qui vous proposent une vision qui n'est pas forcément une vision négative non plus du transhumanisme, mais qui vous explique quel est le but du transhumanisme. À partir de là, vous pouvez déjà vous positionner vous-même, voir si vous êtes pour ou contre. C'est sûr que par exemple, quand on parle du dopage, on sait que le dopage est connoté négativement. Donc bien sûr, ça aurait tendance à faire basculer le transhumanisme du côté du négatif. Dans d'autres cas, on pourrait aussi se dire que le transhumanisme permet à des gens qui ne peuvent plus marcher, par exemple, suite à un accident, on leur greffe une jambe, une prothèse. Il y a même maintenant des procédés vraiment encore plus développés et qui leur permettent de retrouver une capacité, une motricité. Donc tout cela peut nous permettre de nous interroger, peut-être nous dire c'est quand même aussi un progrès. Voilà, mais à vous de vous positionner. Là, il n'y a pas je dirais, une seule réponse possible. C'est vous, dans votre manière de concevoir les choses,
de les appréhender qui allait définir votre point de vue. Bien, alors là, je vous laisse observer ce tableau parce qu'il est vraiment très intéressant pour le coup, puisque lui, il va vous montrer ce que l'on fait actuellement déjà dans le domaine, on va dire, de l'augmentation des capacités humaines. Qu'est-ce que l'on fait, que ce soit dans le dopage, dans la modification chirurgicale de la silhouette, dans les prothèses motrices ou sensorielles. Voilà, donc il y a des choses qui existent déjà. Et la perspective, c'est-à-dire ce que l'on peut envisager qu'il sera fait plus tard si on développe encore ces procédés. Et c'est là que l'on peut s'interroger et se demander si cela est souhaitable. Si on regarde la troisième colonne avec horizon plus lointain, on voit quand même des mots apparaître comme le mot esthétique méta-humaine voulant dire mutante, c'est-à-dire entre l'humain et la machine. On voit apparaître le mot cyborg, être humain ayant reçu des greffes de parties mécaniques. On voit des mots comme synthèse d'embryon, donc ça veut dire que là l'embryon est modifié déjà à la base. On parle de chimère, humain-animal, donc l'homme et l'animal seraient mêlés l'un dans l'autre. Dans la mythologie, on appelait ça des monstres, hein. C'était lié à la notion de monstre, de monstruosité. Donc, est-ce que finalement le transhumanisme va nous amener vers ce que, à l'origine, dans l'univers de la mythologie, on appelait la monstruosité, ou est-ce que ça nous emmène vers le surhomme, les super-héros? Et dans ce cas, est-ce que c'est aussi quelque chose d'enviable? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut rêver? Qu'est-ce qui nous fait rêver dans les super-héros d'ailleurs, si on devait toucher à ce domaine de la littérature hein, et de la fiction? Pourquoi a-t-on tellement plaisir à aller voir ces films de super-héros? Est-ce qu'on en rêve vraiment ou est-ce que finalement, si on avait cette possibilité de devenir un super-héros, est-ce qu'on souhaiterait le devenir véritablement? Voilà, ça peut être aussi une possibilité d'entrer dans le sujet si vous êtes à l'aise dans cet univers. Voilà. Bien, là maintenant, je vous propose deux extraits d'un roman, Jeanne et les post-humains ou le sexe de l'ange. Alors, l'auteur imagine un monde futuriste de la démocratie mondiale, peuplé de post-humains où aucune naissance n'est plus biologique. Joanne, 304, est arrêtée pour avoir aimé un homme et être enceinte de lui. Deux psycho-ingénieurs, conseillent, essaient de la convaincre de renoncer à son enfant. Corolla, 47. Vous allez être réinitialisé, Joanne 304, mise à niveau et réinitialisé. Nous allons appuyer sur votre bouton Upgrade, puis sur votre bouton Reset. Joanne, mon Dieu. Vito 633. Tout ce passé douloureux ne laissera aucune trace dans votre mémoire. Corolla 47. Nous allons faire un arrière rapide, jusqu'avant que vous ne preniez la mauvaise branche de la bifurcation. Et cette fois, vous prendrez la bonne. Nous allons réécrire le scénario dans le sens d'une vie heureuse. Vito 633. Et vous aurez tout oublié, Joanne. Vous ferez enfin le bon choix, celui qui vous ouvre un véritable futur, celui que vous dicte votre conscience une fois que l'on fait taire toutes les passions. Extrait numéro 2, un laveur de mémoire. L'auteur insère une publicité sur le laveur de mémoire Beta+. La voici. Une ambition frustrée, un amour parti avec un autre, des remords de conscience. Avec le laveur de mémoire Beta, plus de neurotech, effacez le temps perdu. Son faisceau discriminant repère dans votre cerveau les mauvais souvenirs et les élimine sans attendre les bons. Vous retrouverez l'embranchement avant l'impasse. Vous repartez dans le monde avec un pied léger. La lourde chaîne des regrets est rompue. L'heure des bilans cède à nouveau la place au champ des possibles. Bien. Alors, deux extraits tirés donc d'un roman que vous pouvez lire, qui est un roman assez facile. Je vais vous laisser faire les questions 3, 4, 5, 6 pour vous et je vous propose après la correction. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause par exemple pour éviter d'entendre la correction tout de suite ou si vous préférez écouter la correction tout de suite, vous laissez défiler la vidéo. Sinon, je vous invite vraiment à mettre pause et ensuite ça se réenclenchera. Alors, première question, pourquoi ce monde est-il post-humain?
Ce monde est post-humain car les personnages sont dotés de boutons, upgrade, reset. On peut les réinitialiser comme des machines. On constate que même dans leur nom, la dénomination, ils portent des noms qui sont à la limite du nom, je dirais humain, et avec le chiffre du nom que l'on donnerait à une machine. Deuxième question, les modifications apportées à l'humain sont-elles physiques ou mentales? Les modifications sont physiques, les boutons, et mentales. On peut changer la mémoire des personnages avec le laveur de mémoire. Cinquième, quels termes réservés aux objets sont ici employés au sujet des humains? Un lexique réservé aux machines est employé pour les hommes. Réinitialiser, bouton upgrade, bouton reset, faire un arrière rapide. Enfin, selon vous, quelle est la thèse de Fabrice Adjadj sur le post-humanisme, pour ou contre? L'auteur est contre le post-humanisme et le monde qu'il décrit est effrayant car inhumain. Les hommes sont devenus des machines. On est même au stade où l'on refuse que les enfants soient conçus de manière ancienne, c'est-à-dire par amour, suite à un acte d'amour. Bien, maintenant vous avez plusieurs éléments de réflexion qui vont vous permettre de prendre position. Êtes-vous pour ou contre le transhumanisme? Pensez-vous que ce soit plutôt, je dirais, quelque chose qui permette à l'homme de progresser et que ce progrès soit bénéfique à l'homme? Est-ce qu'au contraire, c'est un progrès dangereux, inquiétant, qui met en question une certaine éthique? Est-ce que l'on a raison de vouloir rendre l'homme plus performant? Est-ce que l'homme n'a pas le droit à être imparfait? Est-ce que c'est bien de contrôler la mémoire des hommes, de contrôler leur capacité à être plus performants? Voilà toutes sortes de questions que l'on peut se poser. Pour écrire cet article, vous allez donc avoir la possibilité de convaincre ou de persuader. Alors convaincre et persuader, c'est deux procédés qu'on peut utiliser dans le même texte. Convaincre son lecteur, c'est plutôt toucher la raison du lecteur, c'est-à-dire donc s'appuyer sur son intelligence et sa culture. Dans ce cas, on va plutôt avoir, je dirais, recours à des arguments plus scientifiques, plus liés, je dirais, à la raison. Les textes scientifiques, les discours scientifiques visent à convaincre dans la plupart des cas. Alors que persuader le lecteur, c'est vouloir au contraire toucher ses sentiments, en provoquant en lui de la colère, de l'indignation, de l'émerveillement. C'est vouloir le faire réagir. Donc là, on va toucher plus le côté émotionnel. Si vous regardez ce que je vous ai proposé comme document sur les deux dernières vignettes, on pourrait se demander quels sont les documents qui sont plus, je dirais, du domaine de la persuasion et ceux qui sont plutôt du domaine de la conviction. Alors, à bien y regarder, les extraits 1 et 2 ont pour but de convaincre. Ce sont des textes argumentatifs qui s'adressent à la raison du lecteur. Ils sont composés par des auteurs scientifiques. Les textes de la page 257, pardon, les textes suivants tirés du roman, puisque vous n'avez pas les pages, tirés du roman Jeanne et les post-humains ou le sexe de l'ange, sont plutôt des textes qui ont pour but de persuader. Pourquoi? Parce que ce sont des textes de fiction qui s'adressent aux sentiments des lecteurs. Donc on va peut-être se prendre d'amitié, d'émotion, on va avoir de l'émotion, on va avoir de l'empathie pour le personnage de Joanne, par exemple, et du coup, on va prendre position indirectement contre le transhumanisme. Voilà. Donc, on est plus dans l'empathie que dans la raison. Bien. Alors, maintenant qu'on a fait cette différence, vous allez écrire à votre tour cet article. Pour écrire cet article, il va falloir être précis, que vous vous positionnez clairement. Quelle est votre thèse? Êtes-vous pour ou contre le transhumanisme? Ensuite, trouvez, on va dire, un ou deux arguments que vous allez appuyer par un ou deux exemples qui viendront renforcer votre point de vue. Et vous terminerez par une conclusion qui peut
être très virulente, très, je dirais, qui va vraiment dans le sens de votre thèse, ou qui peut nuancer votre thèse, où vous pouvez commencer à amorcer peut-être l'idée qu'on pourrait aussi prendre le contre-pied de ce que vous allez dire et introduire cette réfutation. Bien, alors, euh, cet exercice d'écriture argumentative s'inscrit vraiment dans la préparation au lycée. Là, c'est, je dirais, un exercice type qui peut vous donner des outils intéressants pour l'année prochaine, maîtriser des procédés d'écriture qui sont ceux du discours argumentatif. Pour composer un texte argumentatif, je vous rappelle que dans votre manuel, page 379, vous avez une fiche récapitulative qui vous redonne les principes d'une écriture avec thèse, argument et exemple. Je vous rappelle que vous pouvez et même vous devez utiliser des procédés comme les figures de style, surtout les figures liées à l'amplification et à l'emphase, parce que ce sont deux procédés qui touchent l'émotion, qui suscitent de l'émotion chez le lecteur. Et comme le discours argumentatif a vocation de persuader le lecteur, eh bien ces procédés sont les bienvenus. Donc vous pouvez utiliser l'hyperbole, l'accumulation, la forme emphatique. Vous pouvez utiliser bien sûr des phrases exclamatives. Vous pouvez aussi interpeller l'auditeur par des questions. Vous pouvez l'interroger, bien sûr, même s'il ne répond pas. Vous pouvez être dans cette interréaction avec l'auditoire. Et enfin, vous devez utiliser des connecteurs logiques qui permettent de montrer la progression de votre argumentation. Donc des connecteurs comme, je ne sais pas, par exemple, pour commencer, pour tout d'abord, en premier lieu, de plus, par ailleurs, en effet, toutefois, cependant, pour conclure, finalement, en somme. Tous ces mots-là sont importants parce que véritablement, ils permettent de suivre le cheminement de votre pensée. Voilà, de l'introduction au premier argument qui va être illustré par un exemple, puis au deuxième argument qui aboutit à la conclusion. Voilà. Donc dans l'introduction, simplement vous donnez votre prise de position, vous êtes pour ou contre le transhumanisme, vous définissez aussi ce qu'est le transhumanisme pour que ce soit clair dans l'esprit du lecteur. Ensuite, vous introduisez votre premier argument, illustré si possible d'un exemple, puis vous introduisez votre deuxième argument avec à nouveau un exemple et vous concluez. Voilà, je vous souhaite un bon courage et de produire un texte intéressant. N'hésitez pas à me l'envoyer, vous pouvez même vous enregistrer en le lisant si vous préférez et m'envoyer au contraire, au lieu de m'envoyer je dirais un texte écrit, m'envoyer une bande sonore. Voilà, ce serait une bonne chose pour que je puisse vous corriger. Merci.